C'est parfait si vous nous voyez. Alors, Ryan, tu peux réactiver ton micro peut-être? Voilà. Ok, super. Bon, eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Il est 11 h et je ne voudrais pas faire patienter les participants qui sont déjà là. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue virtuellement à l'Institut Confucius de Neoma Business School. Donc, pour commencer, je vous remercie de nous rejoindre de tous horizons professionnels, de tous coins de France, de l'île de la Réunion, de Belgique, de Madagascar, de Tunisie, de Chine, d'Inde, pour cette première conférence de notre cycle sur l'économie chinoise après le coronavirus et les perspectives pour les entreprises européennes. Donc, en effet, dans cette période inédite que nous vivons depuis quelques mois, chacun d'entre nous se questionne sur l'avenir des relations commerciales avec la Chine, sur les stratégies politiques et économiques de la Chine face à la crise et logiquement sur l'impact et les conséquences de ces stratégies sur les activités des entreprises européennes en Chine. Donc, l'objectif principal de cette série de 4 conférences est de mieux comprendre la situation, en l'abordant aujourd'hui de manière plutôt globale, en faisant un état des lieux de la situation économique chinoise à ce jour, et dans un deuxième temps, à partir de jeudi prochain et sur 3 sessions, en abordant des sujets plus ciblés au travers de retours d'expérience de dirigeants d'entreprises européennes dans différentes filières sur le terrain en Chine. Donc, alors, juste avant de commencer et de donner la parole au professeur Haiyan Zhang, directeur de notre Institut Confucius et professeur associé à Neoma Business School en stratégie internationale en Asie et en Chine, je me permets juste de donner quelques éléments pratiques très rapidement pour assurer le bon déroulement de la session. Donc, la présentation durera environ 30 minutes et sera suivie d'un moment d'échange. Donc, pour ne pas perturber la présentation de notre invité, vous l'avez remarqué, les micros des participants sont coupés. Et suite à la présentation, il y aura un moment d'échange. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions en live. Pour poser votre question, vous pourrez donc lever la main en allant sur l'onglet participants qui se trouve dans la barre au bas de l'écran et en cliquant sur la petite main bleue. Donc, la parole vous sera donnée en fin de présentation. Et si vous le souhaitez aussi, vous pourrez poser des questions sur le chat. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais donner maintenant la parole au professeur Zhang. Bonjour à tous et toutes. J'ai le grand plaisir d'introduire Monsieur Jean-François Tufo, qui est notre invité aujourd'hui. C'est lui qui va faire une présentation sur ce qui s'est passé en Chine et ce qu'on est en train de faire pour relancer l'économie chinoise. Monsieur Tufo est le conseiller en stratégie et aussi un expert de la Chine, surtout dans le domaine par exemple, sur le plan stratégique de Chine, l'industrie, la structure industrielle de Chine, le marché chinois. Donc, il a publié plusieurs livres, par exemple, Chine COP 2025, dans les coulisses du capitalisme à la chinoise, Made by China, les secrets d'une enquête industrielle, etc. Donc, il est très actif dans des différentes conférences, ateliers de travail
Il est aussi le directeur du cabinet de conseil TCA, Chine Analyse. Il est aussi un habitué chez nous. Dans le passé, on les a déjà invités pour parler dans notre conférence et aussi des workshops, etc. Je donne la parole à M. Dufour qui va nous partager son expertise sur la Chine. Merci. C'est à vous, M. Dufour. Je suis en ligne, très bien. Professeur Zhang, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'inaugurer cette série de conférences sur l'économie chinoise par-delà la crise du Covid-19 et les perspectives pour les entreprises européennes organisées par le Neoma Confucius Institute for Business. Avant d'en venir à mon sujet, sur lequel j'essaierai de ne pas être trop long pour que nous ayons la place pour un échange à la fin si cela suscite des questions, je voudrais apporter deux précisions préliminaires qui sont importantes et qui portent sur la nature de mon intervention. La première précision tient au fait que depuis plusieurs années, et de manière exacerbée depuis quelques mois, le débat sur l'économie chinoise a eu tendance à se transformer presque systématiquement en une confrontation idéologique, avec d'un côté des exercices de propagande pro-chinois répondant à des exercices de propagande anti-chinoise. Il est important pour moi de souligner que mon métier consiste dans l'analyse et pas dans le jugement. C'est à mes interlocuteurs de se faire leur propre jugement à partir des éléments d'analyse que j'apporte. Et c'est une précision qui est importante aujourd'hui parce que je m'exprime dans un cadre qui n'est pas neutre. Les instituts Confucius sont financés par la République populaire de Chine. Et je tenais à souligner le fait que le Neoma Confucius Institute for Business a fait appel à moi pour livrer une expertise en me laissant carte blanche. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une intervention dictée où l'on m'aurait suggéré ce que l'on voulait m'entendre dire, ce que je n'aurais pas accepté. Et donc, c'est une chose qui est devenue malheureusement suffisamment rare pour que je le souligne et que je rende hommage aux organisateurs pour cette approche. La deuxième précision préliminaire, c'est le fait que je ne vais pas vous livrer des prévisions de croissance dans la mesure où je vous pronostiquerai une croissance ou une décroissance du PIB chinois. La première raison, c'est que de manière générale, je ne crois pas beaucoup à cet exercice. Et la deuxième raison, c'est que plus spécifiquement aujourd'hui, il me paraît totalement impossible. La Chine, comme l'ensemble des économies mondiales, est confrontée avec le Covid-19 à une crise d'une nature sans précédent dans l'histoire récente. Et il est très difficile de faire des prévisions de croissance un petit peu sérieuses. Et la meilleure preuve en est apportée par le fait que les autorités chinoises elles-mêmes, qui recouraient traditionnellement à cet instrument de cadrage, pour la première fois en 30 ans, n'ont pas livré de prévisions de croissance pour la Chine pour 2020. Alors, nous sommes en Chine, il y a une dimension politique à cette non-prévision, sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais il y a également une très forte incertitude qui empêche aujourd'hui des prévisions sérieuses. Alors, ceci étant dit, je ne vais pas prendre une demi-heure de votre temps pour vous dire qu'on ne peut rien prévoir, ce serait abuser de votre temps. Je vais au contraire essayer de vous présenter, à partir de ce que l'on peut observer sur le terrain, ce qui est l'activité d'analyse stratégique de DCA Chine Analyse. Trois grandes tendances aujourd'hui dans la réponse des autorités chinoises à la crise du Covid-19 et qui, à mon sens, laissent augurer de l'évolution sur les mois et les années à venir. Alors effectivement, Madame Mandeville, merci, vous avez anticipé ce que j'allais vous demander, qui est le premier slide, qui vous présente donc le fait que je vais vous présenter rapidement, dans un premier temps, une politique de relance qui est engagée sur le terrain, mais qui est sans effet d'annonce. Et cette absence d'effet d'annonce a une signification importante. Dans un deuxième temps, j'en arriverai à ce qui constitue, à mon sens, l'élément clé de la réponse à long terme des autorités chinoises, c'est-à-dire la préparation du système financier national pour répondre à la crise dans la durée. Et dans un troisième temps, je renouerai avec des tendances de plus long terme pour analyser le fait que les orientations stratégiques majeures définies pour l'économie chinoise ne sont pas remises en cause par cette crise et, à mon sens, au contraire, sont confortées par cette crise. Alors, pour commencer par le premier point, qui est donc la question de la politique de relance,
Je vais revenir sur cette question que j'évoquais tout à l'heure de la non-prévision de croissance pour 2020 des autorités chinoises. Et je vais y associer un autre élément notable, qui est l'absence également d'annonce d'un grand plan de relance budgété par les autorités chinoises. Alors, je parle d'éléments notables parce qu'en fait, cela induit une situation qui est exactement l'inverse de la situation qu'on avait à l'occasion de la dernière grande crise globale, qui était la crise financière de 2008. En 2008, sur les 3 grands pôles de l'économie mondiale, la Chine avait été la seule à recourir à cet instrument pour juguler la crise, en engageant un grand plan de relance à hauteur de 800 milliards de dollars, alors que l'Union européenne et les États-Unis ne s'étaient pas engagés dans cette voie. Aujourd'hui, en 2020, face à la crise du Covid-19, on a une situation exactement inverse. C'est-à-dire que les États-Unis ont annoncé un plan de relance qui pourrait mobiliser plus de 2000 milliards de dollars. L'Union européenne a engagé un plan de relance qui va mobiliser 750 milliards d'euros, donc les 850 milliards de dollars que vous avez sur le petit slide. Et la Chine, elle, n'a pas fait d'annonce. Et pourtant, on a une relance qui est engagée sur le terrain. Je vais y venir, mais je vais d'abord m'arrêter sur le fait que j'ai annoncé tout à l'heure qu'il y a une dimension politique à cette absence d'effet d'annonce. Et en fait, on n'a non pas une, mais 2 dimensions politiques. La première dimension, sur laquelle je vais passer le plus rapidement, est liée à l'étranger et aux grands partenaires économiques de la Chine. La Chine, depuis quelques années, et notamment depuis 2008, est engagée dans une relation ambiguë avec les autres grandes puissances économiques. Elle est régulièrement accusée, à juste titre, d'être le principal bénéficiaire de la mondialisation, mais dans le même temps, il s'est installé l'idée chez les autres puissances économiques que la Chine apporte une sorte de garantie contre la récession globale. Et c'est notamment l'idée qui est ressortie de 2008, puisqu'en fait, en 2008, le plan de relance chinois a servi de rempart pour endiguer la récession et éviter qu'elle se transforme en une profonde récession globale. Aujourd'hui, l'absence de prévision de croissance et l'absence de plan de relance budgété, c'est une manière pour la Chine d'indiquer, sans le dire, que ce rôle de rempart de l'économie chinoise contre la récession mondiale n'est pas garanti. Et que si les discours anti-chinois se traduisaient de manière trop brutale dans la politique appliquée par ses partenaires, elle pourrait perdre ce rôle d'amortisseur de la crise mondiale. Le deuxième aspect, la deuxième dimension politique qui va plus m'intéresser aujourd'hui, c'est une dimension à usage domestique. Et on a ici une différence majeure avec les leçons qui ont été tirées de 2008. En 2008, lorsque les autorités chinoises ont instauré le grand plan de relance à 800 milliards de dollars, elles ont institué un espèce de guichet qui en fait a permis le financement quasi systématique des initiatives locales dans la mesure où elles soutenaient la croissance économique. Du coup, on a eu une foison assez désordonnée de projets d'initiatives locales, avec des choses qui allaient de la construction de centrales thermiques au charbon jusqu'aux lignes de métro dans des villes secondaires, en passant par la construction de nouvelles unités sidérurgiques. Enfin, un tas de choses qui étaient relativement peu cohérentes si on les prenait à l'échelle du pays et qui surtout ont suscité un endettement massif des acteurs économiques locaux, c'est-à-dire à la fois les collectivités qui ont soutenu ces initiatives et les entreprises qui se sont endettées pour pouvoir rentrer dans les projets. Et aujourd'hui, la Chine, j'y reviendrai tout à l'heure, est toujours en train de gérer les retombées de ce surendettement lié au grand plan de relance de 2008. Du coup, en 2020, l'absence de grand plan de relance budgété au niveau national et également l'absence de prévision de croissance, qui enlève en fait une idée de sécurité en suggérant que les erreurs individuelles ne seront pas forcément absorbées par une croissance d'ensemble, induit une logique totalement différente. C'est-à-dire qu'on a une incitation pour les acteurs économiques chinois, notamment locaux, à procéder à des investissements qui soient plus rationnels. Alors, ce que j'entends par investissement rationnel, c'est 2 possibilités. Soit des investissements qui soient rentables, soit parce que la rentabilité n'est pas forcément la première priorité de la stratégie économique chinoise, des investissements qui soient en cohérence avec la stratégie nationale. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est frappant sur le terrain, c'est que depuis mars déjà, on a une politique de relance concrètement
qui est fortement engagée, avec des choses assez spectaculaires et très visibles. Mais par contre, on a une politique de relance à l'œuvre selon des modalités extrêmement différentes de ce qui se passait en 2008. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur une configuration d'explosion d'initiatives locales qui serait servie par un budget mis à disposition par les autorités centrales. On est au contraire sur des initiatives qui ont des retombées locales importantes, mais qui sont prises par de grands acteurs centraux, notamment les entreprises contrôlées par la SASAC centrale, la centaine d'entreprises majeures qui structurent l'industrie chinoise, et qui en fait sont engagées depuis 3 mois dans une stratégie d'accélération de grands projets qui sont notamment inscrits dans ce qu'on appelle les nouvelles infrastructures. C'est un concept sur lequel je vais revenir tout à l'heure, et qui vise en fait à accélérer le déploiement d'éléments structurants pour l'économie chinoise. Alors on peut citer notamment l'infrastructure 5G, la 5e génération de communication mobile, dont on parle beaucoup à l'étranger, notamment en lien avec le dossier Huawei, mais dont il ne faut pas oublier que le premier terrain de déploiement, c'est la Chine. On peut citer également ce qu'on appelle l'UHP, Ultra High Voltage, c'est-à-dire les infrastructures électriques à très haute tension, qui permettent de relier les régions productrices et consommatrices d'électricité du pays. Et puis, on peut encore citer les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, qui sont un élément essentiel pour la massification des véhicules électriques, qui sont une des priorités du gouvernement chinois aujourd'hui. On assiste donc aujourd'hui à une amorce de relance qui est très centralisée, mais les autorités chinoises sont conscientes que sur le long terme, du fait de l'énormité de l'appareil économique chinois, cela ne suffira pas et il sera nécessaire à un moment de revenir à l'initiative locale. Simplement, cette initiative locale devra être plus encadrée, plus rationnelle. C'est le sens de la première phase d'investissement qu'on a aujourd'hui. Mais il faudra quand même que les gouvernements régionaux prennent le relais à un moment pour soutenir la croissance économique dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui un phénomène qui, à mon sens, est au cœur de la réponse chinoise à plus long terme à la crise du Covid-19 et qui est la remise en état du système bancaire chinois, qui est devenu, là aussi depuis mars, une priorité très marquée. Alors, je suis obligé de faire ici une petite parenthèse pour souligner le fait que pour bien comprendre l'importance de cette priorité, il faut se rappeler que l'une des principales différences entre le modèle d'économie de marché socialiste déployé par la Chine et une économie de marché classique tient au rôle des banques précisément. C'est-à-dire que les banques ne sont pas dans l'économie de marché socialiste un simple rouage du marché destiné à faciliter son fonctionnement. Elles sont clairement un instrument qui reste massivement public, à hauteur de plus de 90% de la distribution du crédit, et qui permettent d'orienter l'activité économique. Du coup, elles jouent un rôle absolument central et le maintien de leur solidité et leur contrôle sont une question absolument fondamentale pour maîtriser la politique économique nationale. Et c'est ce qui explique la priorité qui lui est accordée aujourd'hui, même si en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène de remise en état du système bancaire chinois avait commencé en fait avant la crise du Covid-19. Et nous sommes renvoyés ici aux effets que j'évoquais du grand plan de relance de 2008. Ce grand plan de relance a eu des effets de surinvestissement à terme qui ont relativement déstabilisé les systèmes financiers régionaux. Et à partir de 2016, on a assisté à un phénomène très particulier qui a été la délégation par Pékin dans les gouvernements régionaux d'émissaires qui étaient des cadres dirigeants de grandes banques chinoises. Alors, un certain nombre d'entre eux ont fini leur mission de remise en ordre des systèmes bancaires régionaux, mais encore aujourd'hui, si vous prenez l'organigramme des gouvernements régionaux chinois, sur les 31 provinces ou équivalents administratifs, régions autonomes ou municipalités autonomes en Chine aujourd'hui, vous en avez toujours 14 qui ont un vice-gouverneur qui est issu du milieu bancaire à très haut niveau. Et donc, ce phénomène qui était engagé en fait avant la crise du Covid-19, et qui visait à stabiliser les banques régionales, mais aussi les filiales régionales des grandes banques nationales, a vu en fait son urgence accélérée par la crise du Covid-19. Parce qu'il s'est agi à ce moment-là, non plus seulement de stabiliser les systèmes financiers qui étaient soumis au contre-coup du plan de relance de 2008,
mais en plus de les préparer à un nouveau mouvement de soutien de l'économie nationale induit par la crise du Covid-19. Du coup, si nous pouvons, Madame Mondeville, avoir s'il vous plaît le slide suivant. On assiste de manière très nette, merci, on assiste de manière très nette, là aussi depuis le mois de mars, à une série de mouvements dans le secteur bancaire chinois. Alors, je vous ai mis sur ce slide quelques extraits du China Industrial Monitor, qui est une publication de DCA Chine Analyse consacrée, comme son nom l'indique, à l'industrie, mais qui s'intéresse également au système financier dans la mesure où il a un impact direct sur l'activité industrielle. Et ce qui est très frappant, c'est le nombre de mesures extrêmement importantes qui ont été prises. Donc, les extraits que vous avez là se situent sur la période entre mars et mai de cette année. Et on assiste à un certain nombre de mouvements absolument fondamentaux. On a eu notamment, dès le mois de mars, une décision très importante qui a été la première création d'une structure de défaisance d'échelle nationale depuis 1999. Alors, pour aller très vite, ces structures de défaisance, ce sont des organismes financiers qui sont chargés de soulager le bilan des grandes banques des créances douteuses qui se trouvent à l'intérieur. C'est un instrument que la Chine avait mis en place pour la première fois en 1999 pour gérer le contre-coup de la crise asiatique de 1998. C'est ce qui a permis à la Chine à cette époque-là d'échapper à cette crise régionale majeure. Et en 2020, donc avec l'annonce de la création d'une 5e AMC, ce sont les Asset Management Corporations d'échelle nationale, on a eu la première création d'un instrument de ce type depuis 1999. L'autre élément très important également, qui concerne le petit pavé qui est au milieu du slide, c'est une série accélérée de régularisation de la situation de banque régionale qui a eu lieu sur le mois de mars-avril. C'est-à-dire que dans des régions, ça a été très net, notamment au Sichuan, au Neimungu, au Jilin, on a eu l'assainissement de la situation de banque régionale en grande difficulté et qui risquait de poser problème et d'être le maillon faible dans une politique de relance pour faire face à la crise. Et donc, cette accélération, si vous voulez, est liée vraiment au rôle central joué par les banques et indique en fait la préparation du système bancaire chinois pour faire face à la crise dans un plus long terme que les premières semaines et les premiers mois, puisqu'on a une incertitude évidente sur la durée de la crise en Chine comme ailleurs. Alors, après avoir évoqué une relance amorcée par les autorités centrales et la mise en place des conditions pour que les autorités régionales en prennent le relais, je vais maintenant en venir à la question de ce que va financer cette relance chinoise. Et c'est ici que je vais renouer avec des questions de plus long terme, parce qu'il me paraît évident qu'apparaît à travers cette question une continuité très nette de la politique économique chinoise. Alors, à titre de précision, il serait malvenu et il serait faux de dire que la crise du Covid-19 ne sera qu'un épisode pour l'économie chinoise. On a une incertitude majeure à laquelle la Chine, pas plus que le reste du monde, n'échappera. Mais ceci étant dit, à mon sens, il est très clair que les projets stratégiques des autorités chinoises pour l'économie chinoise ne seront pas remis en question par la crise et au contraire seront confortés par celle-ci et accélérés par celle-ci. Alors pour comprendre pleinement pourquoi, je pense qu'en fait, il faut se replacer dans le contexte pour l'économie chinoise juste avant l'éclatement de la crise. Et avoir à l'esprit que le principal élément de changement de ce contexte, juste avant la crise du Covid-19, c'est l'aggravation du conflit technologique, plus encore que commercial, avec les États-Unis. Alors, je vais repréciser encore une fois que mon métier consiste à analyser et pas à juger, donc je ne me prononcerai pas sur le bien fondé ou non de l'action de l'administration américaine, pas plus que de l'administration chinoise. Par contre, mon métier implique de constater des résultats. Et il est évident que l'action de confrontation de l'administration américaine visait au départ à imposer des changements structurels à Pékin et à imposer un abandon des objectifs stratégiques qui avaient été définis notamment dans le plan Made in China 2025, publié par le Conseil d'État en 2015. Sur ce plan, il est clair que la stratégie américaine a échoué. Et en fait, la crise du Covid-19 est venue s'inscrire dans la continuité, parce que notamment au début, face à la désorganisation des systèmes de production mondiaux, elle a suscité un certain nombre de réactions hostiles vis-à-vis de la Chine. Et en fait,
Cet ensemble de faisceaux a conforté le diagnostic des autorités chinoises qui avait conduit à l'élaboration du plan Made in China 2025, c'est-à-dire l'idée d'une vulnérabilité trop grande de l'économie chinoise par rapport à certaines technologies étrangères et la nécessité d'une autonomisation technologique. Et ça transparaît aujourd'hui dans le plan de relance qui a été engagé, parce que si jamais on examine les secteurs qui portent aujourd'hui cette relance engagée en Chine, il est très frappant de voir le rôle joué par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la question des nouvelles infrastructures, et de voir leur cohérence par rapport au plan précédent des autorités chinoises. Alors, si on peut avoir, Madame Mandeville, s'il vous plaît, le slide suivant. J'ai évoqué donc tout à l'heure, merci, ce qui a été officiellement désigné en Chine depuis mars 2020 comme les nouvelles infrastructures et qui est donc destiné à concentrer une part importante des investissements nationaux. Ce qui est très intéressant, c'est quand on rapproche les 7 secteurs qui ont été définis comme étant ces nouvelles infrastructures, des 10 secteurs qui avaient été identifiés comme prioritaires dans le plan Made in China 2025. Si on prend 3 de ces secteurs dans les nouvelles infrastructures, c'est-à-dire le réseau électrique à très haute tension, le réseau ferroviaire à technologie avancée, c'est-à-dire grande vitesse ou liaison interurbaine, et le réseau de recharge, excusez-moi, sur le slide, j'ai mis réseau de chargement, mais le chargement d'un véhicule, c'est différent de la recharge. Donc, le réseau de recharge pour véhicules électriques, on trouve en fait 3 secteurs qui étaient déjà inscrits parmi les 10 prioritaires du plan Made in China 2025. Et si vous prenez les 4 autres secteurs identifiés dans les nouvelles infrastructures, c'est-à-dire la 5G, le big data, l'intelligence artificielle et l'Internet à usage industriel, on trouve en fait un ensemble de technologies qui sont susceptibles de porter la progression technologique de l'ensemble des industries à haute technologie identifiées comme prioritaires en 2015. Donc, pour moi, très clairement aujourd'hui, on a une politique de relance chinoise qui en fait conforte les objectifs stratégiques des autorités chinoises. Et la crise du Covid, loin de mettre un terme aux ambitions stratégiques économiques de la Chine, en fait, ne fait que conforter le diagnostic qui a présidé à leur mise en place et de plus accélérer le déploiement, puisqu'en fait, les autorités chinoises vont utiliser ces secteurs prioritaires pour jouer un rôle contracyclique face à la crise du Covid-19. Donc, je reviens sur mon idée de la différence fondamentale avec le plan de relance de 2008. On a un plan de relance qui est beaucoup plus ciblé, qui vise à être beaucoup plus cohérent, afin d'avoir des effets bénéfiques à long terme pour le pays, et ce qui se traduit donc par l'approfondissement en fait, de la stratégie économique qui avait été élaborée avant la crise. Alors, j'en viens maintenant à la conclusion de cette brève présentation. Nous avons volontairement limité sa longueur pour ne pas trop vous cantonner à un rôle passif et vous permettre ensuite de poser des questions si elles suscitent des questions. Et j'en viens donc à la question des perspectives sur le marché chinois pour les entreprises européennes. À mon sens, par rapport à ce que je vous ai présenté, il y a 2 éléments majeurs qui sont importants pour les entreprises européennes sur le marché chinois aujourd'hui. Le premier, c'est que la Chine va rester un marché d'opportunités exceptionnel, certainement sans équivalent ailleurs dans le monde, dans la mesure où ces plans de modernisation, j'espère vous l'avoir montré, ne sont pas remis en question par la crise et sont au contraire, à mon sens, accélérés par la crise. Il faut ajouter un élément incertain, mais qui pourrait jouer, c'est que si jamais le conflit commercial s'aggravait entre la Chine et les États-Unis, on pourrait avoir à terme un effet de substitution de partenariat américain qui bénéficie aux entreprises européennes. Alors, je mets un bémol à cette observation parce que je pense que les autorités américaines arrêteront le conflit avant qu'on en arrive là, mais c'est tout de même un élément qui peut rentrer en compte dans la stratégie des entreprises chinoises et servir les entreprises européennes. En parallèle, vous avez un deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est que ces opportunités maintenues et peut-être augmentées encore, s'accompagnent d'un risque qui est maintenu et qui est encore augmenté et qui est lié très clairement aux captations technologiques.
Les projets chinois aujourd'hui sont clairement annoncés. Alors, on reproche parfois à la Chine d'avoir un jeu caché, mais c'est complètement faux. Les choses sont dites clairement. On a une volonté d'autonomisation technologique, donc le risque de captation de technologie reste important par rapport aujourd'hui au marché chinois. Et par rapport à ce double constat, je serais amené en fait à faire une petite remarque d'ordre général et qui en fait essaye de remédier à un certain nombre de discours trompeurs, aussi bien pro-chinois qu'anti-chinois à mon sens, et qui renvoient aux questions d'analyse. Je pense que lorsqu'on s'intéresse au marché chinois et au partenariat avec des entreprises chinoises aujourd'hui, il y a une chose très simple à avoir à l'esprit. Les entreprises chinoises évoluent dans un cadre stratégique spécifique déterminé par une stratégie nationale. C'est une réalité. Il est, à mon avis, complètement inutile de s'en plaindre. C'est une donnée. Alors, je parle bien sûr du marché chinois, je ne parle pas de la question des marchés tiers. Et si vous voulez, les enjeux sont beaucoup trop importants pour la Chine pour qu'elle change de modèle économique, quelles que soient les pressions de ses partenaires étrangers. Et simplement, la clé, à mon sens, pour les entreprises étrangères travaillant avec la Chine, c'est d'élaborer leur propre stratégie qui intègre la stratégie de leurs partenaires chinois. La Chine est un marché aux opportunités exceptionnelles, mais pour être un peu brutal, je dirais que c'est un marché qui n'est pas réservé aux amateurs. C'est un marché de stratèges et c'est un marché qui implique d'être soi-même stratège. Et en fait, il n'y a là rien de bien étonnant. Sur le fond, en fait, la base d'un vrai partenariat, c'est un échange de stratégies, chacun devant y retrouver des bénéfices en tenant compte de la stratégie de l'autre. C'était une réalité avant la crise du Covid-19. Par rapport aux évolutions que j'ai évoquées, je pense que ce le sera encore plus après cette crise, étant donné l'évolution prévisible de l'économie chinoise. Voilà, j'arrive à la fin donc de cette présentation. J'espère ne pas vous avoir fait perdre votre temps. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez consacrée et je me tiens à votre disposition si jamais cette intervention suscite des questions. Alors, je vous invite donc à poser vos questions en levant la main, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en allant sur l'onglet Participants. Vous avez une petite main bleue sur laquelle vous pouvez cliquer et poser votre question. Non, pas de question. Soyez pas timide. Il y a eu une question de chat. Donc, à part les grandes entreprises, quelles opportunités pour des PME? Alors, je pense qu'une bonne partie des opportunités, en fait, s'offrent aux PME, dans la mesure où ce que recherche la Chine, clairement, aujourd'hui, c'est l'innovation. L'une des forces du tissu productif européen reste l'innovation de ces PME. Et on a avec le marché chinois un marché qui est extrêmement demandeur d'innovation par rapport à ces secteurs prioritaires que j'ai réévoqués tout à l'heure, qui ont été identifiés dès le plan Made in China 2025. Donc, je pense que pour les PME innovantes, la Chine reste aujourd'hui peut-être le marché le plus important en termes de potentiel. Alors, on a une autre, merci Monsieur Dufour, une autre question. Quelles seront les conséquences de la crise sur la consommation et les importations, s'il vous plaît? Alors, je dois préciser ici que DCH InAnalyse travaille sur le B2B, pas du tout sur le B2C, donc les questions de consommation sont moins dans mon champ d'expertise. Par contre, je vous renvoie aux conférences prochaines organisées les jeudis suivants par le Neoma Confucius Institute for Business, qui, je crois, aborderont de manière beaucoup plus directe cette question. Simplement, une remarque sur la consommation. Là, on est vraiment sur un gros facteur d'incertitude, bien sûr, pour la Chine comme pour l'ensemble des économies mondiales. On a aujourd'hui des éléments intéressants, spécifiques à la Chine. Vous avez sans doute entendu parler de la volonté dans plusieurs régions de distribuer des coupons soutenant la consommation. Donc c'est une spécificité chinoise intéressante, puisque l'un des enjeux pour les autorités régionales,
c'est bien sûr d'encourager vraiment de la consommation et non pas de distribuer de l'argent qui irait à la thésaurisation à cause du manque de protection sociale. Donc, cette orientation vers un système de coupons, c'est une manière de distribuer des revenus qui soient forcément consommés. Est-ce que ça suffira? Honnêtement, je vous l'ai dit au début, je pense que personne aujourd'hui n'est à même de faire de prévisions sérieuses, donc je ne me hasarderai pas à vous faire des prévisions sur ce secteur qui en plus n'est pas au cœur de mon expertise. Très bien, merci. Alors, une autre question. La stratégie chinoise dans l'intelligence artificielle fait-elle partie du nouveau plan de relance actuel et dans quel sens? Alors, elle fait indubitablement partie. L'intelligence artificielle, vous l'avez peut-être vu sur le slide de tout à l'heure, fait partie des 7 secteurs identifiés comme les nouvelles infrastructures. C'est un élément totalement déterminant parce que ce sera un des pivots de la réorganisation de l'industrie chinoise. Si vous voulez, il est très clair que bien avant la crise, et notamment avec le plan Made in China 2025, l'une des ambitions de la Chine, c'est de passer à ce qu'on peut appeler l'industrie 4.0 ou l'industrie nouvelle version, enfin, on a l'équivalent dans d'autres régions du monde. Mais l'une des ambitions de la Chine, si vous voulez, c'est d'une certaine manière de rester l'usine du monde, mais une usine beaucoup plus moderne, sans aucun rapport avec ce qu'elle était jusqu'à il y a quelques années. Et parmi les moyens justement d'organiser cette transformation de l'industrie chinoise, l'intelligence artificielle est destinée à jouer un rôle. Alors sur un certain nombre d'applications dans des produits, comme les véhicules autonomes par exemple, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais également sur l'organisation des chaînes de production elles-mêmes. D'accord. Alors, une autre question. Quand vous dites que le marché n'est pas réservé aux amateurs, quelle différence fondamentale voyez-vous par rapport à un autre pays d'Asie ou européen? Alors, je pense vraiment que c'est cette question de l'insertion des entreprises chinoises dans une stratégie d'ensemble. Et si vous voulez, alors, ça m'amène à une question intéressante, c'est qu'en fait, on reproche parfois à la Chine un manque de lisibilité de ses entreprises par rapport à leurs partenaires étrangers, alors que la réalité est exactement inverse. En fait, la Chine est un pays de stratégie, et si on sait lire cette stratégie, en fait, il est assez facile de se positionner par rapport à elle. Mais quand je parle, oui, la formule était un petit peu brutale, un marché qui n'est pas réservé aux amateurs, mais c'est l'idée vraiment que l'examen de la stratégie de vos partenaires et l'élaboration de votre propre stratégie est absolument fondamentale. C'est un pays sur lequel on ne peut pas partir à l'aventure sans s'être préparé soigneusement sur un plan stratégique. D'accord, merci. Alors, encore une question. Donc, que des questions de chat, hein, personne ne veut prendre la parole, apparemment. Est-il possible de collaborer avec des Chinois sans céder sa technologie? Ah, la grande question. Oui, alors, je dirais oui, mais c'est clairement possible dans la mesure où parfois l'apport de cette technologie va permettre à votre partenaire chinois de passer une étape dans ses projets de progression. Et si jamais cette technologie lui est nécessaire, il ne fera pas le forcing. Contrairement à ce qu'on raconte parfois, si vous voulez, alors là je pense qu'il est important de mettre au clair une chose, on lit très souvent que la Chine oblige à des transferts de technologie. La réalité est différente. Il n'y a absolument aucune réglementation chinoise qui oblige à des transferts de technologie. C'est une chose qu'on lit souvent, mais qui n'est pas vraie. La réalité, c'est que dans les négociations, c'est souvent un élément effectivement extrêmement convaincant. Le non-dit, mais assez clair, étant transfert de technologie contre accès au marché. Et c'est là que les entreprises européennes ont besoin d'avoir leur propre stratégie, c'est-à-dire que c'est à vous, en tant qu'interlocuteur, de déterminer dans quelle mesure vous êtes prêt à prendre un risque et par rapport à quelle opportunité à saisir. Donc, si vous voulez, en général, ce qui se passe, ce sont des transferts partiels de technologie et c'est aux partenaires européens de déterminer où doit s'arrêter ce transfert pour préserver son fonds de commerce vital, je dirais presque, et jusqu'où il est prêt à aller pour avoir accès à un marché qui n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, ah oui, des questions qui reviennent, que je vous avais déjà transmises, puisque ce sont des questions qui avaient été posées
en amont de la conférence sur la guerre commerciale et technologique entre les USA et la Chine, le concept de découplage. Quel impact pour l'Europe et ses entreprises? Alors, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. On peut avoir, si on regarde les choses objectivement, un effet bénéfique pour les entreprises européennes, dans la mesure où les entreprises chinoises vont avoir tendance à rechercher des alternatives à des partenariats américains. Après, je pense que les choses n'iront pas aussi loin qu'on pourrait le penser parfois. Je vais prendre un exemple tout récent. Hier, l'administration américaine a indiqué qu'elle laisserait ses entreprises travailler avec Huawei, qui est pourtant devenu le totem, l'ennemi totem de la Chine, des États-Unis, pardon, en Chine aujourd'hui, sur la définition des normes 5G. Donc, si vous voulez, par-delà le discours, je pense qu'à un moment, il y aura une limitation quand même du conflit dans les faits. Après, ça peut quand même avoir un effet bénéfique pour les entreprises européennes, dans la mesure où les entreprises chinoises auront peut-être tendance à ne pas vouloir prendre le risque d'être sous le coup d'une politique américaine très fluctuante. Si vous voulez, ça c'est un des éléments. On a pu l'observer sur le cas Huawei, sur le cas ZTE, l'autre grand équipementier de télécom qui avait précédé Huawei sur la liste des sanctions américaines. Les entreprises chinoises aujourd'hui, par rapport à des interlocuteurs américains, sont soumises à une politique assez fluctuante, en fait, de pression, de retrait de la pression. Et ça peut favoriser des entreprises européennes dans la mesure où les entreprises chinoises voudraient échapper à cette pression. Après, sur la question du découplage, donc je viens de l'évoquer, je n'y crois pas vraiment. Je ne pense pas que les États-Unis aillent jusqu'au bout, parce que l'administration américaine va quand même devoir tenir compte à un moment de la pression de ces grandes entreprises. Vous avez certaines entreprises qui sont en première ligne, auxquelles la Chine n'a pas encore touché, mais si vous prenez le cas emblématique aujourd'hui, c'est Boeing. Boeing est confronté à d'énormes problèmes qui tiennent à sa situation propre depuis la guerre du B737 MAX. On est aujourd'hui dans un marché de l'aéronautique qui est totalement laminé par la crise. Dans ce contexte, être exclu du marché chinois, ce serait une catastrophe pour Boeing, qui a ouvert en 2018 son premier centre de finition d'avions en dehors des États-Unis, à Zhoushan ou Zhejiang. Donc, si vous voulez, vous avez un certain nombre de facteurs qui font qu'à mon sens, la rhétorique du découplage, c'est une rhétorique politique. On est en période préélectorale aux États-Unis. Je ne pense pas que la guerre technologique ira vraiment au-delà d'un certain stade. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui était passée un petit peu à la trappe. Hop. Alors, à votre avis, comment la Chine gérera ses projets de Belt and Road Initiative après la crise du Covid? Pensez-vous que les investissements seront plus concentrés sur le numérique? Alors, je vous remercie pour cette question, parce que pour tout vous dire, quand j'ai préparé mon intervention, j'ai failli insérer la question. Et en fait, je voulais être pas trop long et ça m'a mené à faire une digression qui était pas très bienvenue en termes de. J'ai essayé d'être aussi fluide que possible. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, ça me posait problème. Donc, du coup, je vais pouvoir y répondre. Donc, je vous remercie pour cette question. C'est une question intéressante, bien sûr, parce que je pense qu'on devrait assister, et ça va dans le sens de ce que vous suggérez, sur la question de la Belt and Road Initiative, à une évolution assez comparable à celle que j'ai dessinée sur le marché chinois. C'est-à-dire que c'est un projet majeur qui constitue au départ dans son principe une extension de la dynamique de croissance du marché chinois sur d'autres pays. Et l'ampleur de ce projet fait qu'à mon sens, il ne sera pas remis en question par la crise. Par contre, on va très probablement assister à la même évolution à laquelle on assiste sur le marché domestique, c'est-à-dire la recherche d'investissements qui soient plus efficaces. Et là, on a des évolutions qui sont nettes, là aussi au niveau du secteur bancaire. Et alors là, par contre, ça datait d'avant la crise. En 2019, l'an dernier notamment, la CDB, la China Development Bank, qui est la grande banque politique qui mène les projets chinois, notamment à l'étranger, a été soumise à une réorganisation totale de son département international. Et c'était notamment motivé par la surabondance de projets irrationnels qui avaient été engagés à l'étranger. Et donc, il est très probable que sur les mois et les années à venir, on ait une poursuite de la dynamique BRI, parce qu'elle est absolument fondamentale, mais sur des bases beaucoup plus scrutées que ce n'était le cas auparavant. C'est-à-dire que la recherche d'influence chinoise
qui soutenait un petit peu une première étape et qui en plus s'est heurté à des oppositions, va certainement céder le pas à la recherche de plus d'efficacité à terme de ces investissements. Et donc, ça inclut le numérique. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question sur donc le marché chinois va-t-il se bunkériser et se découpler du reste du monde? Exemple automobile, les marques chinoises vont-elles, entre guillemets, expulser du marché local les marques internationales? Alors, je ne pense pas, en sachant que l'automobile est un exemple très intéressant, mais qui oblige à évoquer divers aspects. Alors, vous avez un premier aspect, c'est le fait qu'en fait, cet objectif, non pas d'expulsion, mais de diminution de la part des marques étrangères, en fait, avait été énoncé par les autorités chinoises il y a 10 ans. Et en fait, il a échoué. Ce qu'on observe entre 2015, notamment, où on était arrivé à un pic, et 2020, c'est que la part des marques chinoises sur le marché chinois a diminué. Aujourd'hui, on a un peu moins de 45% des automobiles vendues en Chine qui le sont sous marque chinoise. Donc les marques étrangères ont gardé plus de 55%. Et par rapport à ça, en fait, vous avez eu une réaction qui est intéressante à analyser des autorités chinoises, c'est qu'elles se sont rendues compte que les grands groupes automobiles chinois se sont retrouvés en fait un petit peu prisonniers de leur association avec les marques étrangères. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont eu tendance à exploiter des marques étrangères qui leur rapportaient plus en fait en termes de vente immédiate que la construction de marques nationales qui était beaucoup plus difficile. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que les autorités chinoises, en fait, ont fait un choix. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas une politique monolithique des autorités chinoises, elle est très pragmatique. Et les autorités chinoises ont fait un choix qui est en fait l'inverse de la bunkerisation que vous évoquez. Parce que depuis 2018, les co-entreprises, les joint ventures automobiles en Chine, peuvent être à majorité étrangère, ce qui n'avait jamais été le cas pendant les 30 années précédentes, enfin même les 40 années précédentes. Donc c'est effectif aujourd'hui pour les joint ventures, pour les véhicules électriques. Ça le deviendra en 2022 pour les co-entreprises sur les véhicules à motorisation thermique. Et ça a déjà de premières applications. La plus récente date d'il y a 2 semaines. Volkswagen a annoncé sa prise de participation majoritaire dans sa co-entreprise pour les véhicules électriques avec le groupe JAC, Jianghuai Autocorp, qui est situé dans l'Anhui. Vous avez d'autres groupes allemands qui se sont positionnés dans le même sens. Donc, si vous voulez, on n'a pas de stratégie de bunkerisation et d'expulsion. On a au contraire, à la limite, en fait, une incitation à la présence des constructeurs étrangers pour forcer les entreprises chinoises à avoir une attitude plus compétitive. En sachant que le grand objectif des autorités chinoises, ça renvoie un des composants des nouvelles infrastructures, c'est les véhicules électriques. Et l'idée, si vous voulez, pour les autorités chinoises aujourd'hui, c'est de mettre la pression sur leurs constructeurs automobiles pour qu'ils ne se retrouvent pas à la traîne comme ils l'ont été dans les moteurs thermiques, mais qu'ils soient parmi les pionniers des véhicules électriques. Très bien, merci beaucoup. Alors, encore une question. Comment les entreprises chinoises se sont adaptées à la crise du Covid-19 et pouvez-vous faire un point sur la situation actuelle? Merci. Alors, les entreprises chinoises, donc l'adaptation en fait est en cours. Là, si vous voulez, le rôle vraiment du soutien des autorités est absolument déterminant, et notamment du soutien financier. Donc, je n'ai pas voulu trop m'étendre tout à l'heure sur la question du secteur bancaire, mais c'est vraiment une question absolument centrale. On a eu, pas plus tard qu'hier, je l'ai vu ce matin en faisant la veille quotidienne par laquelle je commence ma journée avec mon café, de nouvelles mesures qui ont été annoncées et qui visent en fait à faciliter le refinancement des entreprises confrontées à des difficultés. Donc les entreprises chinoises, là, il faut échapper à une image qui peut aussi bien servir que desservir la Chine, selon les pré-points de vue, ne sont pas des entreprises magiques qui seraient à l'abri de la crise. Certaines sont aujourd'hui très fortement touchées. Simplement, c'est tout ce mécanisme que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure, de mise en place des conditions financières de leur soutien, et puis de relance sur des secteurs stratégiques qui devraient aujourd'hui les aider à sortir de la crise, avec néanmoins une petite précision, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Je pense que les autorités chinoises, comme partout dans le monde, sont conscientes du fait qu'elles ne sont pas sûres de réussir. Et ça, c'est un point qu'il est important de souligner parce que je pense que c'est un point qui est exploité à la fois
par les partisans et les adversaires de la Chine et qui fausse le débat. Tout le monde part dans l'idée que la Chine maîtrise tout et que les autorités chinoises sont sûres de ce qui va se passer. Ce n'est très clairement pas le cas aujourd'hui à Pékin. Et donc, c'est toute l'importance de ces programmes de relance qui sont engagés aujourd'hui. Et pour revenir, donc, parce que je me suis un peu éloigné pardon, à votre question, les entreprises chinoises aujourd'hui restent dans une situation relativement inquiète en comptant sur ces mesures de soutien. Si vous voulez, l'idée pour elles vraiment, c'est de s'insérer dans ces plans de relance et dans les objectifs stratégiques parce que c'est ce qui leur donnera accès aux moyens financiers de faire face à la crise. Mais personne n'a de garantie en Chine plus qu'ailleurs aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question d'un tout autre type. Quelle évolution dans le temps, selon vous, dans la conduite des affaires en lien avec la corruption? Si oui, vers quelle direction? Alors, la question de la corruption, alors question centrale en Chine. Alors, un petit point juste en introduction sur cette question. Là aussi, je vais procéder avec deux éléments en parallèle. Il est évident que c'est une question et un problème majeur en Chine. Il suffit de s'intéresser aux médias officiels chinois qui s'intéressent à cette question pour constater que vous avez des mises en examen ou des arrestations pratiquement tous les jours. Deuxième précision corollaire, contrairement à ce qu'on peut lire parfois de manière assez fantaisiste, ça n'a rien à voir avec une question culturelle. Il suffit de regarder un petit peu en dehors de la Chine pour voir que les leçons de corruption, je serais curieux de savoir quel pays au monde peut en donner à un autre. Et vous avez simplement l'effet de l'énormité de l'appareil étatique chinois. Vous avez le pays le plus peuplé au monde qui fait que c'est un problème absolument majeur. Par rapport aux affaires, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire donc, que le problème perdure. Je vous disais, on a toujours des condamnations régulièrement. Par contre, on a une tendance à son atténuation dans la mesure où les autorités chinoises sont conscientes depuis de nombreuses années, ça remonte même à avant l'équipe au pouvoir actuel, donc avant l'équipe de Xi Jinping, des deux problèmes majeurs que pose la corruption. D'abord, vous avez un problème d'inefficacité économique, puisque qui dit corruption dit pas forcément, et même souvent pas du tout, sélection des acteurs les plus efficaces. Et c'est justement un des enjeux de la Chine aujourd'hui de s'orienter vers plus d'efficacité économique. Et puis, vous avez un problème beaucoup plus fondamental qui est l'impact social de la corruption. C'est-à-dire que les autorités chinoises, qui sont extrêmement soucieuses de stabilité sociale, sont parfaitement conscientes que, avec l'environnement, l'un des éléments majeurs qui pourrait déclencher une crise sociopolitique en Chine, c'est cette question de la corruption. Donc, ça ne veut pas dire, il ne faut pas être naïf, que c'est uniquement ces questions qui régissent la lutte contre la corruption en Chine. Vous avez aussi, il faut le dire clairement, une part de lutte interne au Parti communiste chinois qui joue dans la question de la gestion de la corruption. Mais on a une tendance générale, en ce qui concerne le milieu des affaires, à une diminution de son rôle, dans la mesure où, à cause de cet impact social de la corruption, les responsables politiques ou d'entreprises qui rentrent dans le jeu de la corruption savent aujourd'hui qu'ils prennent de gros risques. Sur les dernières années, vous avez eu des exemples jusqu'au plus haut niveau, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Chine depuis au moins les années 70, on a eu en 2014 un ancien membre du bureau politique du comité central qui a été mis en examen et condamné pour des affaires de corruption, donc c'était sans précédent. C'était, si vous voulez, un des signaux sur le risque que prennent les acteurs. Donc, vous dire que la corruption n'existe plus en Chine, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ailleurs dans le monde non plus. Par contre, elle a tendance à diminuer à cause de ce risque qui y est associé. D'accord, merci beaucoup. Alors, encore une question. Le numérique peut-il fournir assez d'emplois à 300 millions de migrants alors que la construction licencie à tour de bras? Non, je pense que la réponse est clairement non. C'est un des soucis des autorités chinoises. Si vous voulez, elles sont clairement aujourd'hui engagées, alors en fait dans un mouvement qui était déjà engagé en Chine avant la crise du Covid, mais qui est accru par cette crise, qui est la gestion à la fois de cette modernisation de l'économie, cette évolution vers une industrie effectivement plus digitale, et en même temps le maintien de la stabilité sociale qui impose le maintien de certains secteurs d'activité beaucoup plus traditionnels. Alors, l'essai de solution aujourd'hui, c'est d'essayer de gérer les deux à la fois. Je vais prendre un exemple qui est celui du réseau à très haute tension que j'évoquais tout à l'heure. Quand vous développez des lignes à très haute tension,
telle qu'elle sillonne la Chine aujourd'hui, et on a un programme aujourd'hui qui porte sur la construction d'une dizaine en parallèle. Vous développez à la fois les technologies associées à ces réseaux qui font partie de l'infrastructure lourde des smart grids, et en même temps, vous fournissez du travail parce qu'il faut poser des pylônes, pardon, pas des piliers. Il faut construire des stations relais, etc. Donc, tout ça, si vous voulez, suscite une activité également physique. Mais effectivement, le purement numérique ne suffira pas à la Chine, c'est une évidence. Et c'est un des enjeux aujourd'hui et qui explique également, à mon sens, l'importance accordée à la remise en état du système bancaire, notamment au niveau régional. Les autorités chinoises sont conscientes du fait que, je vous ai expliqué, la priorité aujourd'hui, c'est à une économie plus efficace. Ceci étant dit, si jamais la crise prenait trop d'ampleur, il faudra revenir sur des choses moins efficaces, de la construction de routes, même si elles ne sont pas très fréquentées, de lignes ferroviaires, d'aéroports, et éventuellement, ça restera un élément de régulation par rapport à ce risque social qui serait lié à un chômage de masse. D'accord, merci. Alors, une question sur la nouvelle route de la soie. Quel avenir pour la nouvelle route de la soie? Son développement réseau va-t-il pouvoir continuer en Europe et notamment en France? Alors, sur la question donc, de la route de la soie, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, pour venir plus spécifiquement sur la question de l'Europe, ça va être une grande question qui va tenir à des arbitrages politiques, très clairement. Si vous voulez, tout va dépendre du positionnement des différents pays, en sachant que la Chine, objectivement, encore une fois, je rappelle que je ne juge pas, je constate, c'est compliqué les choses en Europe. Parce que la Chine, dans un premier stade, a essayé très clairement de jouer la carte de la division européenne, par l'Europe de l'Est d'abord, par l'Italie ensuite, à une époque où un gouvernement italien très peu pro-européen s'est tourné vers la Chine. Donc du coup, ça a relativement braqué certains partenaires européens autres, dont la France. Toute la question, c'est de savoir si on arrivera à trouver un terrain d'entente après. Je pense qu'en fait, ça dépendra de la gestion de la relation de la Chine avec ses partenaires que je qualifierais de problématiques pour l'Union européenne. Quand je parle de problématiques, encore une fois, je ne juge pas, hein, c'est une question de rapport. L'un des partenaires privilégiés de la Chine aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est la Hongrie. C'est pas un scoop de dire que la Hongrie n'est pas le pays le plus européen aujourd'hui en termes de régime politique. Tant que la Chine continuera à essayer de jouer sur ses partenaires, la perspective d'accord plus global avec l'Europe sera problématique. Si jamais les choses s'aplanissent un petit peu, il y aura certainement possibilité sur des choses à plus long terme, dans la mesure où il y a un intérêt évident des deux côtés. Très bien, je vous remercie. Alors, on a encore le temps de prendre peut-être une ou deux questions encore. Sur le plan politique et dans le contexte du Covid, l'autorité de Xi Jinping au sein du parti est-elle toujours aussi suprême pour poursuivre son rêve chinois et sa stratégie à long terme? De votre analyse, ce rêve chinois va se poursuivre et s'accélérer? Alors, je ne sais pas s'il va se poursuivre et s'accélérer. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que c'est l'objectif. Effectivement, alors, indépendamment de la question de Xi Jinping, comme je l'ai évoqué, la perspective de modernisation de la Chine est ce qui continue à déterminer la stratégie économique chinoise. Je reviens par contre sur le fait que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a aucune certitude des autorités chinoises. Il y a le déploiement d'une stratégie pour cela. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sûres que ça va marcher. Maintenant, en ce qui concerne la position de Xi Jinping, je vais être honnête avec vous. On lit beaucoup de choses dessus. Je pense que c'est très compliqué à analyser. Personne n'est au fait de ce qui se passe à Zhongnanhai, le cœur du pouvoir chinois. On a beaucoup de spéculations qui sont intéressantes, mais qui ne sont que des spéculations. Les luttes de pouvoir au sein du Parti communiste chinois sont une constante depuis la création du Parti communiste chinois, il y a bientôt 100 ans. En général, on les analyse très bien après. Avant, c'est beaucoup plus difficile. Si vous voulez, si on prend par exemple Xi Jinping, l'affaire Po Xilai, son principal opposant qui a été éliminé en 2012-2013, éliminé politiquement, je rappelle simplement, on est sur ce plan-là, a été beaucoup analysé et considéré comme évidente après coup. En 2011, personne n'aurait parié sur l'élimination politique de Po Xilai. Je pense qu'aujourd'hui, il est présomptueux de juger de la position de Xi Jinping.
D'accord, très bien. Alors, je crois que nous avons fait le tour des questions. Toujours pas de questions en live. Donc, voilà, il est midi pile. Donc, le timing a été plutôt bien géré. Donc, voilà, si vous avez des questions, il est encore temps. Peut-être 1 ou 2 minutes. Je regarde. Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, je vais en profiter pour vous remercier au nom de notre institut, Monsieur Dufour, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre analyse très intéressante de la situation et surtout de vos réponses très fournies aux questions de nos participants. C'est moi qui vous remercie. Je vais juste avant de vous quitter, je vais vous partager. J'aimerais vous partager voilà, la prochaine conférence du cycle qui sera donc jeudi prochain à la même heure, à 11 h, et donc qui sera plus ciblée sur les exportations vers la Chine, donc l'impact de la crise sur les exportations vers la Chine. Donc, on se focalisera sur le marché du vin en recevant Monsieur Charles Carrard, qui est directeur des ventes de Boisset, la famille des grands vins, et qui est actuellement en Chine, à Shanghai. Voilà, mais écoutez, je vous remercie tous de votre participation et le lien vers la conférence de la semaine prochaine vous sera envoyé encore à nouveau la veille de la conférence. Donc, on espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Zhang, vous voulez dire un petit mot pour finir? Monsieur Dufour? Je voudrais remercier tous les participants qui sont en fait très intéressés. J'ai vu qu'il y a 55 personnes qui sont toujours ici et aussi je vous remercie pour les questions. Oui, merci, à la semaine prochaine. Monsieur Dufour, un petit mot pour la fin? Je vous remercie pour votre attention et je remercie le Neoma Confucius Institute for Business pour son invitation. Et pour avoir éventuellement le mot de la fin, je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup, encore une fois. Au revoir. Au revoir.